Voici à présent les nouvelles du continent africain. Au Mali, des combattants liés à Al-Qaïda et un groupe séparatiste dirigé par des Touaregs ont tendu une embuscade à un convoi militaire dans le nord du pays. Une source proche des rebelles a déclaré à l'agence Reuters que plus de 50 soldats maliens et combattants russes alliés avaient été tués et que d'autres avaient été capturés. L'armée malienne a confirmé une embuscade dans la zone de Tabricha, entre Anéfis et Gao. Elle a affirmé que des frappes aériennes de représailles avaient tué au moins 20 insurgés. Le bilan de plus de 50 morts n'a pas pu être confirmé indépendamment. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a apporté son soutien à la candidature de l'ancien président Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. Le ministère sénégalais des Affaires étrangères a annoncé ce soutien après une rencontre entre les deux responsables à la présidence. Cette annonce ne constitue ni une nomination officielle de l'ONU, ni une garantie d'élection. Au Maroc, les autorités prévoient d'ajouter 60 000 lits hôteliers avant la Coupe du monde de football de 2030, que le pays doit co-organiser avec l'Espagne et le Portugal. Cette augmentation représente environ 20% de la capacité actuelle, qui dépasse 300 000 lits, après l'ajout d'environ 45 000 lits au cours des 4 dernières années. Le Maroc vise 26 millions de touristes en 2030, contre près de 20 millions en 2025. Il est rapporté également un programme de plus de 190 milliards de dirhams consacré au transport, aux stades et aux aménagements urbains, selon l'agence Reuters. En Afrique du Sud, l'Alliance démocratique a proposé une législation destinée à modifier la gouvernance de la Public Investment Corporation. Le parti affirme vouloir réduire l'influence politique exercée sur le conseil d'administration du gestionnaire public. Cette proposition intervient après la suspension du directeur général Patrick Dlamini dans l'attente d'une enquête sur des accusations formulées par un lanceur d'alerte. Le conseil d'administration a précisé que cette suspension ne constituait pas une constatation de faute. La Public Investment Corporation gère plus de 3 000 milliards de rands d'actifs. Par ailleurs, l'Afrique du Sud a obtenu de la Banque mondiale un prêt de 1,5 milliard de dollars. Selon le Trésor sud-africain, ce financement doit soutenir des réformes concernant les infrastructures, la croissance et l'emploi. Les résultats attendus ne sont pas présentés comme déjà réalisés. Au Nigeria, la Banque centrale a maintenu son taux directeur à 26,50% pour une deuxième réunion consécutive. Son gouverneur a invoqué la nécessité de conserver une politique prudente face aux incertitudes mondiales. L'inflation annuelle s'est établie à 15,91% en juin. Dans le domaine sanitaire, le directeur général d'Africa CDC, Jean Kaseya, a déclaré avoir demandé au secrétaire américain à la santé de lever les restrictions de voyage liées à Ebola visant l'Ouganda. Il a invoqué l'absence de nouvelles infections signalées dans le pays depuis environ un mois. Aucune levée des restrictions n'est présentée comme acquise. En Guinée-Bissau, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a demandé aux autorités militaires de libérer sans condition les responsables politiques détenus. Cette demande concerne notamment l'opposant Domingos Simões Pereira. Concernant les technologies, le Fonds monétaire international estime que l'intelligence artificielle pourrait accroître l'économie de l'Afrique subsaharienne d'environ 4%, à condition d'améliorer l'accès à l'électricité et à Internet. Ce chiffre demeure une estimation conditionnelle du FMI et non une croissance déjà réalisée. En République démocratique du Congo, les autorités poursuivent l'application d'une règle imposant une participation locale dans certaines activités de sous-traitance du secteur minier, malgré les préoccupations exprimées par des entreprises. Les effets économiques invoqués par les différentes parties ne sont pas présentés comme établis. En Afrique du Sud, l'inflation annuelle a atteint 5% en juin, contre 4,5% en mai. Les transports ont constitué la principale contribution à cette augmentation, dans un contexte de hausse des prix des carburants liés au conflit avec l'Iran. Aucune future hausse des taux n'est présentée comme déjà décidée. Au Cameroun, le parti au pouvoir a convoqué une réunion inhabituelle de ses hauts responsables. Cette réunion intervient alors que le président Paul Biya, âgé de 93 ans, se trouve à l'étranger depuis 45 jours et que les critiques concernant son absence augmentent. Aucune vacance du pouvoir n'est présentée comme officiellement déclarée. Au Kenya, le ministère des Finances prévoit de ramener le déficit budgétaire à 3,6% du produit intérieur brut pour l'exercice allant de juillet 2027 à juin 2028. Cette prévision est comparée à un déficit estimé à 5,5% pour l'exercice 2026 à 2027. Ces chiffres demeurent des projections officielles.
En République démocratique du Congo, l'Institut national de santé publique a porté à 2536 le nombre de cas confirmés d'Ebola et à 1033 le nombre de morts. Les autorités ont signalé 63 nouveaux cas et 34 décès supplémentaires depuis leur précédent rapport. L'épidémie est provoquée par la souche Bundibugyo, pour laquelle aucun vaccin n'est actuellement approuvé. L'Ouganda comptait 20 cas confirmés, selon les chiffres cités par Reuters. Sur le plan judiciaire, la Cour pénale internationale a abandonné la procédure engagée contre Abdallah Banda, ancien chef de milice soudanais, accusé de crimes de guerre au Darfour. Le dossier concernait une attaque de 2007 contre une base de maintien de la paix ayant causé la mort de 12 soldats africains. La décision met fin à cette procédure particulière sans constituer une conclusion générale sur les autres dossiers soudanais devant la Cour. En Afrique du Sud, la Banque de réserve a maintenu son principal taux directeur, contrairement aux attentes d'une hausse. La Banque centrale a estimé que sa politique monétaire était suffisamment restrictive. La baisse du rang, consécutive à l'annonce, constitue une réaction de marché, sans projection sur son évolution future. Dans le même pays, le vice-ministre des Finances, David Massondo, a démissionné de la présidence du conseil d'administration de la Public Investment Corporation. Le gestionnaire public, qui supervise plus de 3 000 milliards de rands d'actifs, fait l'objet d'un examen accru après la suspension de son directeur général et l'ouverture d'une enquête de gouvernance. Les accusations à l'origine des procédures ne sont pas présentées comme définitivement établies. Au Nigeria, le président Bola Tinubu a approuvé le passage de l'armée de 8 à 12 divisions, ainsi que le recrutement de 28 000 militaires supplémentaires. 4 nouvelles divisions doivent être implantées à Makurdi, Ilorin, Jalingo et Benin City. Le calendrier de leur mise en service reste un objectif gouvernemental. En Afrique du Sud, un tribunal a donné raison au président Cyril Ramaphosa dans son recours visant à interrompre une procédure parlementaire de destitution liée à l'affaire Farmgate. Les accusations à l'origine de cette procédure ne sont pas présentées comme définitivement établies. La décision ne constitue pas un jugement général sur l'ensemble de l'affaire. Au Maroc, la Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 100 millions d'euros, soit environ 114 millions de dollars, destiné à financer une usine intégrée de batteries. Le projet, porté par Gotion High-Tech, représente un investissement initial annoncé d'environ 1,3 milliard de dollars. La construction et la production future ne sont pas présentées comme déjà réalisées. En Guinée-Bissau, le gouvernement militaire a autorisé l'opposant Domingos Simoas Pereira à quitter la prison pour recevoir des soins médicaux au Portugal, selon sa famille citée par Reuters. Son départ pour raison médicale ne constitue pas une libération judiciaire définitive. Au Gabon, les avocats d'Alain-Claude Billiet-Binzé ont déclaré que l'opposant était emprisonné depuis plus de 3 mois à la suite de la réactivation d'un ancien différend financier. Ils affirment que cette procédure vise à l'écarter politiquement. Cette qualification reste strictement attribuée aux avocats et n'est pas présentée comme une conclusion judiciaire indépendante. En Afrique du Sud, le ministre des Finances a annoncé qu'il nommerait un nouveau conseil d'administration à la Public Investment Corporation. 8 administrateurs ont démissionné. Le directeur général de l'organisme avait auparavant été suspendu dans l'attente d'une enquête liée à des allégations formulées par un lanceur d'alerte. Ces allégations ne sont pas présentées comme définitivement établies. Au Soudan, ONU Femmes a déclaré que les femmes et les filles d'El Ogaïd étaient exposées aux frappes de drones pendant la journée et aux violences sexuelles lorsqu'elles sortaient chercher de l'eau la nuit. L'organisation signale également un accès fortement limité à la nourriture et aux soins. Ces constats restent attribués à ONU Femmes et aux responsables onusiens cités. Enfin, au Burkina Faso, le président burkinabé Ibrahim Traoré a inauguré le barrage de Pau-Capro, situé dans la commune de Pau, dans la province du Naori, au sud du Burkina Faso. Selon la présidence burkinabé, l'ouvrage possède une capacité de stockage annoncée de 1 038 000 m3 et une digue d'environ 700 mètres. Les travaux ont débuté en décembre 2025 et ont été réalisés en 8 mois, selon les autorités. Le ministre chargé de l'Agriculture, Ismaël Sombier, attribue cette réalisation à la remise en activité de l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles, l'ONDH, ainsi qu'aux investissements de l'État. Selon la présidence burkinabé, le barrage doit contribuer à l'approvisionnement en eau des populations, au développement de l'agriculture, du maraîchage, de l'élevage, de la pêche, de la pisciculture et de périmètres irrigués.